état des lieux comportait plusieurs manquements qui se reflétaient d'ailleurs sur la corporation et sur les activités du secteur. Et donc, sur le premier point le plus important, il y avait des manquements ou des règles de droit ou des codes, des textes, des lois et des règlements qui, le terme approprié n'est pas le mot que je vais utiliser, mais ce qui se rapproche le plus du contexte, c'était que les textes étaient en désuétude. Ça veut dire que les lois n'étaient plus adaptées au contexte. Je parle du Code de la publicité, qui date de 1964, bien vrai qu'une loi portant code a été stabilisée en 1983, mais n'a jamais été appliquée. Et à l'époque, on parlait d'affichage public, donc vous imaginez le décalage qu'il y a. Et cela a comme effet toute l'anarchie que vous voyez dans le secteur, non seulement du point de vue des contenus des messages, mais des manquements vis-à-vis de la régulation, mais aussi de l'anarchie sur l'affichage avec les conflits de compétences qu'il y a sur l'affichage public. Et parlant de régulation de la publicité, je fais un trait d'union sur effectivement le champ de compétences du régulateur actuel, le CNRA, qui également, dans son champ de compétences, était légalement limité à l'audiovisuel. Ce qui fait qu'il y avait notamment un désordre assez important sur l'information qui affectait et qui continue encore d'affecter gravement l'intégrité de l'information dans le pays et la fiabilité de l'information. L'autre impact de cette désorganisation du secteur, c'est l'impact sur les entreprises elles-mêmes. Les entreprises qui sont en réalité l'épine dorsale de l'information et du pilier démocratique des médias et qui, depuis plusieurs, maintenant je peux le dire, depuis plusieurs décennies, connaissent des difficultés majeures depuis la création des premiers médias privés, ce qui a motivé la création par les pouvoirs publics de l'aide à la presse, puis du fonds d'appui de développement. Mais malgré tout ça, parce qu'il n'y avait pas de transparence dans la façon dont les appuis étaient décernés, est-ce que ces appuis-là vont vers l'entreprise ou vont vers le patron de presse intitulé personné? L'argent public qui allait vers ces médias ne ruisselait pas directement au sein de l'entreprise et le journaliste ou le technicien qui est au bout de la chaîne ne se retrouvait pas finalement dans l'impact financier que l'État attribuait. Et donc, vous voyez donc que c'était une situation globalement assez difficile, assez chaotique pour les médias, mais surtout pour le Sénégalais qui est au bout de la chaîne et qui, lui, a droit à une information juste, vraie, fiable et vérifiée. Il faut savoir qu'avant l'arrivée du ministre, avant mon arrivée, les acteurs des médias eux-mêmes, ils se sont regroupés, ils ont tenu leurs assises des médias. Et au sortir, il y avait 5 recommandations clés qui touchaient un peu à toutes les problématiques liées au diagnostic qu'on a énuméré. Le premier point et le plus important, c'était il faut appliquer les dispositions du Code de la presse. Ensuite, il faut travailler à sortir les journalistes de la précarité. Puis, il faut structurer le milieu pour que les entreprises soient plus viables. Puis, c'était qu'il faut veiller à, c'est un terme beaucoup plus chargé, à assainir le milieu. Puis, il faut veiller à la production qualitative, mais aussi à accentuer la formation. Vous verrez donc que les conclusions des assises sont venues matcher et renforcer la volonté de l'autorité d'appuyer les acteurs du secteur vers leur mise en œuvre. Et de ce point de vue, le résumé global de tous ces éléments-là, c'est l'application de la loi et des types de règlements. Parce que si on veut sortir les journalistes de la précarité et les techniciens, c'est la convention collective. Si on veut pouvoir avoir une cartographie claire de qui est technicien, qui est journaliste, qui a une entreprise de presse déjà qui juridiquement existe à la personnalité juridique, mais qui également n'est pas une entreprise entre guillemets porteuse de valises détenue par une personne qui peut, par le truchement de ses relations, gratter par-ci, par-là, au détriment de ceux qui portent réellement le métier. Il faut appliquer les dispositions du Code de la presse vis-à-vis des différents régimes, des différents types de médias. L'audiovisuel avec les régimes d'autorisation et tout ce que cela comporte, la presse en ligne avec le régime de la déclaration et tout ce que cela comporte en termes de conformité à la déclaration, et l'enregistrement pour la presse écrite et tout ce que cela comporte en termes de dispositions liées à l'enregistrement. Et ensuite seulement, il y a le décret fixant les avantages et obligations des entreprises de presse où on leur dit, si vous voulez avoir ces avantages, il y a ces obligations. De la même façon que nous essayons d'aspirer à être des citoyens modèles, l'ensemble des entreprises, peu importe les secteurs, il y a un minima qu'ils doivent respecter au regard du code lié à l'organisation, de l'harmonisation du droit des affaires. Mais malheureusement, il y avait un décalage réel entre ces textes,
les critères sur le papier et derrière les enveloppes délivrées à certaines entreprises. Et même dans le pourcentage de répartition de l'appui, pour un fonds estimé à 1,9 milliard, si 800 millions ne vont pas aux entreprises, c'est vrai que le fonds prévoit quelques dispositions pour la formation continue, etc. Mais de là à avoir près de 45% du fonds qui ne va pas aux entreprises, ça veut dire qu'il y a une problématique réelle de répartition et de destination de ce fonds qui, des fois, les lignes allaient vers le fonctionnement, le paiement de salaires, de primes, etc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il était important pour nous d'insister sur la mise en œuvre de ces textes. Ceux qui vous disent que nous sommes en train de créer une entrave à la liberté de presse et d'expression, ils s'expriment pourtant librement. Qu'est-ce qu'ils garantissent? C'est parce qu'ils respectent les dispositions préalables. Ils ont des entreprises qui sont dans la liste, ils sont conformes, ils sont régis, ils donnent leurs opinions librement, leur avis d'experts, ils n'outrepassent pas cela, ils ne font pas de diffamation, ils ne diffusent pas de fausses nouvelles. Ben, c'est très bien, tout se passe bien. Néanmoins, si on se rend compte que et aujourd'hui, c'est là où il y a l'intérêt de démonter, mais de façon très simple, ce qu'ils disent. Si c'est le ministère qui doit veiller à l'exécution de la convention collective pour protéger les journalistes, il n'y a pas de problème, les gens sont contents. Si c'est le ministère qui doit veiller à l'application des dispositions sur les avantages des entreprises de presse, notamment le fonds d'appui, il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Si c'est le ministère qui doit délivrer les autorisations pour les médias audiovisuels, il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Si c'est auprès du ministère qu'on vient s'enregistrer pour sa presse écrite ou se déclarer pour la presse en ligne et qu'on est conforme, tout le monde est content. Mais dès qu'on dit les dispositions, il y a un chapitre, hein, il y a un chapitre sanctions administratives. Mais à votre avis, le bon sens, cela devrait incomber à qui? On ne reproche rien à personne, comme j'ai dit. Nous, moi j'ai des lunettes, excusez-moi, d'aveugle. Quand je travaille sur les textes, je suis atteint de cécité. Je ne sais pas qui est qui. J'applique aveuglément les filtres légaux et réglementaires. J'ai beaucoup d'amis dans les médias qui m'ont appelé dès le début. Oui, j'ai un site web, machin. Je dis, mon ami, tu es déjà conseiller en com dans telle agence. Comment tu veux être patron de presse en même temps? Je veux dire, c'est pas possible. Et donc, de ce point de vue-là, ce que le chef de l'État a dit, il a appelé vers un dialogue renouvelé avec les entreprises de presse. Moi, les patrons de presse, je les invite à lever un peu la tête et à se projeter dans l'avenir vis-à-vis de tout ce que nous sommes en train de faire. Le ministre a tenu une première journée de concertation avec les acteurs des médias dès son arrivée. Et c'est les acteurs présents eux-mêmes qui ont demandé au ministre de publier la liste des médias reconnus. Si les acteurs l'ont demandé, ça veut dire eux-mêmes étaient conscients du fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment ça dans leur liste. Hein, et que de ce point de vue-là, il était important d'avoir une cartographie claire. C'est certains acteurs très crédibles eux-mêmes qui disaient que la façon dont l'aide à la presse est distribuée ressemble à de la corruption. C'est les patrons de presse eux-mêmes qui disent que le modèle économique n'est pas bon. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit continuer sur la même trame sur laquelle on est en train de travailler depuis une décennie et demie? Il faut donc avoir le courage de s'arrêter et de revoir le tissu économique des médias. Qui est média, qui ne l'est pas? Ceux qui sont des porteurs de valises et qui viennent prendre la part dans l'assiette des médias et qui n'y ont pas droit, que l'autorité ait le courage de leur dire, messieurs, vous ne remplissez pas les critères, allez faire autre chose. Peut-être que vous allez réussir dans l'agriculture ou dans l'aviation, mais vous n'avez pas d'entreprise de presse, vous n'employez peut-être personne, vous n'avez même pas de capital, vous vous déclarez entreprise de presse en ligne alors que vous n'avez pas de site web, vous n'en avez pas, il y en a plein, je vais vous montrer les données. Ben, désolé, il faut aller faire autre chose. Et donc, si les patrons de presse aujourd'hui regardaient l'avenir, ils se rendraient compte que nous partons d'une assiette de 535 en 2023 bénéficiaires ou potentiels bénéficiaires du fonds d'appui. Aujourd'hui, avec le travail rigoureux qui est effectué, on est à 258. Mais c'est tout bénéfice pour qui? Pour les entreprises de presse légalement constituées. Donc, le FADP a connu un relèvement additionnel de 20%. Il y a un nouveau fonds qui est créé, le FDPA, le Fonds de développement pour la production audiovisuelle, qui vient avec une enveloppe de départ de 2 milliards et qui est destiné à tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur de l'audiovisuel.
Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une chose. Les Sénégalais s'informent beaucoup via les médias audiovisuels, mais les médias audiovisuels qui diffusent par Internet. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, les fameuses Web TV. Mais si vous avez une Web TV et que vous n'êtes pas capable, parce que l'information aussi, c'est aller sur le terrain, c'est pouvoir produire des reportages sur le terrain, montrer les problématiques réelles de développement, aller voir les pêcheurs à Guet-Ndar, envoyer une équipe sur place, aller voir ceux qui sont dans l'industrie extractive à Kédougou, aller voir nos agriculteurs dans le Fouladou. Ça a un coût et c'est de la production audiovisuelle. Et si nous voulons aujourd'hui changer le paradigme, pousser, accompagner les médias à quitter le modèle de sit and talk, ça veut dire de 8h à 18h, je suis sur un plateau avec deux jolies dames et deux gentlemen et je raconte le beau temps, le printemps, les oiseaux. Puis le soir, je change de format et je prends une autre personne qui n'existe que parce qu'elle pense pouvoir critiquer à juste ou à raison ou à tort des acteurs publics. Il y a un problème de contenu. Et donc, si nous voulons changer le paradigme, il faut qu'on les accompagne vers le relèvement qualitatif de la production. Ça, c'est un premier chantier. Et ce relèvement qualitatif est adossé à des enveloppes conséquentes. Mais surtout, encore une fois, je le dis, le relèvement qualitatif doit être porté par des entreprises qui ont une gouvernance viable. Et on s'est rendu compte à travers le premier échantillon du projet pilote de restructuration financière lancé par l'ADPME qu'il y a des problématiques de gouvernance financière. Beaucoup de patrons de presse, ils ne savent pas comment faire un bilan financier, comment gérer un budget, ils savent faire de l'information, mais ils ne savent pas gérer une entreprise. Donc, le FADP, on est en train de le réformer pour qu'il soit ouvert à l'ADPME et que l'ADPME accompagne dans l'éligibilité de ces entreprises-là, dans les mécanismes de décaissement pour que les fonds aillent vers les lignes pour lesquelles ces entreprises sont éligibles, mais aussi vers les mécanismes de contrôle pour qu'à la fin de l'exécution, qu'on puisse apprécier l'impact financier sur le changement de paradigme dans ces entreprises. Il y a également un travail qui est en train d'être fait avec le CESTI et les jeunes reporters pour les accompagner dans le renforcement de la formation, des curricula. On se rend compte d'abord que les journalistes ne connaissent pas les textes qui régissent leur secteur. Ça veut dire qu'il faut renforcer leur connaissance du droit de l'information et du droit à l'information. Mais on se rend compte également que nous avons de charmantes personnes qui s'appellent chroniqueurs, qui ne savent pas plus que moi sur la question de l'agriculture et qui s'improvisent experts agricoles et qui parlent de ça à longueur de journée. Et qui d'ailleurs ignore également les b.a.-ba de la collecte, du traitement de l'information, de la vérification des sources, etc. Et donc pour pallier à ça, on s'est dit qu'il fallait créer des curricula additionnels pour que la plupart des journalistes font un cycle Bac+3, qu'ils puissent poursuivre leurs études ou faire des études en alternance et se spécialiser dans un domaine additionnel. Ce qui incombe à l'État, c'est de garantir les conditions d'exercice pour les médias, d'assurer leur sécurité, leur intégrité physique, mais aussi d'assurer le fait qu'ils puissent exercer ces conditions-là dans les conditions économiques optimales. Et tout ce que je viens de dire est arrimé à ces éléments-là, autant sur les montants alloués, autant sur la formation, autant sur les bénéfices qui doivent aller aux entreprises, mais également autant sur l'évolution des textes sur lesquels on est en train de travailler. On a déjà stabilisé l'avant-projet de loi portant code de la publicité, on a déjà stabilisé l'avant-projet de loi portant création de l'autorité administrative en charge de la régulation des médias et de la publicité. Et quand je dis des médias, c'est vraiment des médias qui doivent même naître dans 1000 ans. On a mis des dispositions très larges qui disent que cette autorité a compétence en toute matière qui concerne la communication et l'information, peu importe le type de média qui existe maintenant ou demain. Ça veut dire compétence très large. Le collège du régulateur, il n'y aura pas que des acteurs issus du milieu universitaire, du milieu de la presse, mais il y aura également des technocrates chevronnés et des ingénieurs qui maîtrisent les différents domaines. Si on doit renégocier avec Meta, avec TikTok, leur code d'emploi ou garantissant la protection de nos citoyens, de leurs données ou garantissant un usage éthique et moral de ces plateformes-là, il faut donc des experts en numérique. Il faut des experts en droit du numérique. Il faut des experts qui connaissent comment évoluent les GAFAM. Si on veut avoir une réflexion poussée sur la publicité et le numérique, il faut des experts en publicité, en droit de la publicité, mais également en conception et qui ont de l'expérience par rapport au fonctionnement des régies et des agences de publicité. Et
tout ce beau monde va venir rejoindre le collège pour avoir un relèvement qualitatif. Et bon, bah, derrière, ce qu'on attend du journaliste, c'est d'informer juste, d'informer vrai, et surtout de contribuer à la garantie de l'intégrité de l'information et de la fiabilité de l'information. Sur la transformation digitale, déjà, il faut accompagner les acteurs qui ont investi des ressources pour avoir du traitement de l'information audiovisuelle en ligne en utilisant Internet. Et l'autre élément, c'est les Web TV. Donc ces Web TV, on va les accompagner à se conformer davantage et à être éligibles de l'appui financier. Il y a également tout ce qui font de l'information via les médias alternatifs, c'est des sites en ligne ou qui ont des sites en ligne mais qui utilisent plus les plateformes des réseaux sociaux, mais qui sont préalablement conformes. Et donc on se rend compte que la plupart du temps, c'est de jeunes journalistes ou sortis d'école ou qui essayent d'expérimenter cela. Et donc de ce point de vue, les dispositions additionnelles qui sont déjà dans l'avant-projet, si ça se dit dans le nouveau décret du code du FADP, c'est qu'il y a un volet financement de l'entrepreneuriat informationnel, certes. Et ça, vous verrez que ça va principalement concerner ceux qui veulent investir des ressources pour créer des plateformes d'information en ligne et qui ont en réalité joué un grand rôle pour la garantie de l'accès à l'information durant des moments cruciaux de notre démocratie. Et donc ça, c'est un élément essentiel sur lequel le ministre a donné des consignes claires, d'autant plus que cet élément vient s'adosser au New Deal technologique qui va permettre de créer une explosion, bien entendu, des compétences dans le digital.